Retrouvez tous nos contenus sur YouTube et sur les différentes plateformes. Et si vous voulez nous soutenir, un petit like nous aide beaucoup. Click, click. This is your Kodak moment. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. On se retrouve pour la suite, peut-être la fin d'ailleurs de la présentation des profils de la prochaine draft. On a fait déjà les profils de Paul, les profils de Matt, on a fait les profils d'Enzo et évidemment on ne pouvait pas conclure ces épisodes sur la draft sans notre scout chouchou à Q-Basket puisque c'est déjà, j'espère je vais te demander mais je crois que c'est déjà la 3e année que tu viens chez nous pour nous parler un petit peu de tes prospects. On est évidemment avec Jasper de Symbiose. Salut Jasper, comment tu vas? Bah ça va, comme dit avant, sous maladie, donc j'espère que ma voix cassée ne vous dérange pas trop. Ouais, non, ça va le faire. Je crois, Jasper, Attends, j'ai dit ça l'année 3 dernière, tu nous avais ans, présenté des profils, mais je pense que les premiers épisodes, c'était il y a 2 saisons, je les, pense. les premiers Beyond the Hoops sur le scouting, je pense que c'était à 3 ans. Ouais, je pense que c'était il y a 3 ans aussi. Bon, on va te laisser pour ceux qui ne connaissent pas trop présenter, mais juste avant, on est aussi, c'est classique quand on parle de jeunes, on est avec Paul. Salut Paul, comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Bah écoute, je suis content qu'on avance là dans cette série-là et je dois reconnaître que les profils de jeunes ont avancé dans la saison et je crois que le joueur sur lequel tu m'as le plus hypé en te suivant sur Twitter, c'est Dibansa et donc je suis content qu'on parle de Dibansa et je suis sûr que tu auras pas mal de trucs à dire. C'est ton chouchou Paul Dibansa sur la saison? Chouchou, non, mais c'est celui que je considère le plus fort. Mais Ok. on verra, on en reparlera. On va pouvoir en discuter. Et donc, l'idée, vous connaissez le concept puisque vous avez entendu les épisodes précédents. On a une personne qui va présenter les 3 prospects qui l'intéressent le plus. Et donc aujourd'hui, ça sera Jasper. Mais est-ce que Jasper, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux nous reparler, te représenter un petit peu, puis nous reparler un petit peu de Symbiose. Ouais, bah j'espère du coup scout amateur de Symbiose, média qui parle de basket surtout, de prospects chez les jeunes. On a depuis cette année un site web et sinon on est présent sur Spotify, YouTube et toutes les plateformes où il y a des vidéos et de l'audio. Vous avez des projets là un peu pour la draft? L'année dernière, vous aviez fait, je crois, une trentaine de profils en 10 minutes de mémoire, c'était ça, non? Ouais, on aimerait bien reprendre les nerdies. Je sais que ça a bien plu Énergie, ouais. les prospects un petit peu éclairs. Faut juste qu'on trouve le temps les records. On avait fait 30 l'année dernière, je crois, et 60 il y a 2 ans. Ce serait Ok. quand même pas mal de faire une bonne partie, histoire de savoir un petit peu, en fait, qui est le profil en 10 minutes clés. Donc c'est un projet, ouais. Et sachant que vous avez sorti cette année votre nouveau site internet, si je dis pas de C'est bêtises, hein, ça, c'est ça, hein, c'était durant la saison, hein? exactement. On a sorti ça en décembre à peu près et il y a des anciens articles et aussi des nouveaux qui sont sortis, sur, que ce soit la NBL, mais aussi, des prospects et tout type de j'avais fait un article aussi sur le spacing, donc Ouais. on se plaît pas mal à faire des articles, c'est cool. Je vous invite à aller lire l'article sur le spacing notamment qui était vraiment très cool. Je pense qu'on le mettra dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir ça. Il me semble que c'était toi d'ailleurs qui l'avais écrit. C'est Et ça. c'était très cool, c'était l'idée un peu d'aborder le spacing plutôt sous une notion dynamique plutôt qu'une notion à l'arrêt, ce qui me paraissait effectivement être très dans l'air du temps. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui, j'espère. Aujourd'hui, on est là pour parler des 3 joueurs que tu voulais évoquer. Alors, peut-être que tu aurais aussi aimé parler de joueurs dont on a déjà parlé, mais l'idée, c'était aussi de présenter 3 profils nouveaux. On a un top 3, un top 10 et un border fin de premier tour, début du deuxième. On peut dire ça à peu près, sans trop Oui, dévoiler les noms. généralement, c'est souvent ça. C'est divisé en 3 tiers. Le premier tiers qui vont être les potentiels all-stars. Ensuite, tu as les, starters et ensuite, en fait, après 15 c'est, les joueurs qui peuvent avoir un rôle en NBA un jour. D'accord. Et bah, du coup, tu vas nous présenter un peu un de chaque pour le coup, même si ça peut peut-être plus ambitieux que ça. Et Paul, on s'est dit qu'on commençait par Dibanda, comme ça permet de prendre le temps sur notre plus gros nom. On vous a déjà parlé de Cameron Boozer, c'était Paul d'ailleurs de mémoire. On vous a parlé de Peterson, il me semble que c'était Matt. Et donc, on en arrive au 3e gros larron de cette draft, Dibanda, qui a un 6-9, un élite 6-9 de BYU, qui était d'ailleurs premier au classement d'ESPN 2025 sur les jeunes 2025. Donc, c'était le prospect le plus attendu de la saison. Jasper, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette pépite de BYU? Ouais,
Alors du coup, effectivement, il joue dans la fac de BYU, qui est une fac qui est pas très connue, parce que récemment, c'est pas une fac qui a eu beaucoup de succès. En fait, elle a été connue un petit peu, sous l'époque de Mark Pope, qui est l'actuel coach de Kentucky, et elle est connue surtout parce qu'en fait, avec le NIL ou NCAA, maintenant, on peut faire des transferts et ils ont accès à beaucoup, beaucoup d'argent. Donc ils ont pu, en fait, offrir un contrat assez énorme à Dibansa. Je crois même qu'il gagnera peut-être plus cette année que sur son année rookie. Donc on est sur des montants, on n'a pas le montant exact, mais on est sur un beau paquet de millions. Donc il a déjà dit du côté de commit à BYU. Il était en fac à Utah Prep. Donc en fait, il reste dans la même zone parce que BYU, c'est dans le Texas, c'est dans les Rocheux, donc dans Attends, Utah. mais les salaires sont plus hauts que les plus hauts salaires de draft. Il est autour des 10-15 millions, ça veut dire? Ouais. Ah, je pensais pas que c'était autant. Ok, Ah oui, intéressant. c'est impressionnant le Ah ouais, c'est NIL. impressionnant, effectivement. En fait, c'est là où c'est un petit peu particulier, c'est que c'est en fonction des régions, en fait, l'argent qu'ils peuvent avoir. Du coup, par exemple, aussi Kansas, la fac de Kansas a énormément d'argent et souvent, bah, les mid-majors ont avoir beaucoup moins d'argent. Ok, Donc je pensais pas que c'était autant. Bon, c'est pas le sujet du podcast, pas de souci, mais je pensais c'est même pas ça. que c'était autant, tu Mais vois. c'était aussi la raison du commit parce que c'est vrai qu'on Ouais. parle de Peterson à Kansas, on va parler d'autres précédents de grosses facs, on sort BYU, Brigham Young, ça fait pas rêver. Ok. Voilà. Et j'ai eu une fac aussi connue pour l'école catholique, mais bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Dibansa, prospect que je pense tout le monde a pu voir aussi un petit peu en FIBA cet été. Qui était connu depuis un petit moment. Il était passé aussi en France, aux JO, je me souviens. Et pour le prospect, en lui-même, c'est un ailier, qui avant tout excelle par sa finition au cercle, je dirais. C'est un ailier qui a des longs appuis, des longs segments, qui lui permet de finir, au cercle. Et surtout, j'aime beaucoup son côté, student, c'est-à-dire que c'est un ailier qui a un bagage offensif assez exceptionnel, capable de beaucoup de counters, j'ai rarement vu un joueur, en fait, aussi à l'aise à faire des hop step, à faire des flotteurs, à finir en force, à finir au contact, à décélérer, accélérer. Il a une, variance, en tout cas un bagage offensif, dans sa panoplie qui est extrêmement large et surtout, sa capacité et sa flexibilité, en fait, pour sa taille, 6'9", il paraît pas 6'9" sur le terrain, en fait. Mmh. Heu, il me rappelle parfois un petit peu aussi ce qu'on pouvait retrouver qui était intéressant chez Cooper Flagg, où Cooper Flagg avait cette capacité de bien se baisser et d'attaquer vraiment comme un ailier pour sa taille. C'est impressionnant de voir chez les jeunes qu'ils travaillent énormément, je pense, la flexibilité et le côté à se tordre un peu le corps. Parce que là, Divansa, il excelle dans ce genre de situation. Et quand tu combines ça avec forcément un premier pas qui est son premier atout, un premier pas qui est assez exceptionnel, hein, surtout pour un joueur de sa taille. Donc en fait, c'est le premier atout, je dirais que c'est justement l'atout physique. C'est un très bon physique. Après, ouais, Non, t'as non, as vas-y, une continue, question? continue. Non, 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 T'as une je pensais question? que J'ai je pas te envie de faire un mentais, en fait. tunnel. Ouais, non, OK. t'inquiète, t'inquiète. Il Ok, donc premier a, atout physique, la capacité à c'est ça. finir au cercle, long segment, le côté pour le coup assez crafty, donc il a un gros footwork, moi c'est ce que je m'étais noté, et capacité physique, ouais, sur l'attaque, tu vois quoi d'autre de cool? Je vois quoi d'autre? C'est, mais quand je dis panoplie offensive, je parle pas aussi que au cercle. Capable de pull-up à 3 points, capable, de prendre des séquences aussi de balle en main. On parlera peut-être un petit peu plus de son dribble, mais il est capable d'avoir des pick and roll et BYU, elle a plutôt bien servi là-dessus sur des pick and roll hauts, avec un maximum de spacing pour optimiser justement sa capacité à attaquer les bons angles. Moi, je trouve que son passing a largement, je l'évaluais pas aussi haut. Je crois que cette saison, c'était un passeur compétent. Quand je dis compétent, c'est qu'il va quand même chercher à scorer avant de passer, mais on n'est pas sur un joueur qui a un trou noir offensif, comme on aurait pu l'espérer d'un ailier qui est avant tout, en fait, un ailier avec un super premier pas ou un Jalen Green, de ce qu'on Mmh. avait par exemple en G League. Jalen Green qui était vraiment pour le coup un joueur qui ne pensait même pas à la passe. Là, pour le coup, je trouve qu'on a plutôt optimisé son passing et ce qui est intéressant pour les gens s'ils veulent voir les matchs, faut regarder les matchs en début de saison et en fin de saison. Parce qu'en fait, avec la blessure d'un joueur clé, Richie Saunders, je trouve que BYU a vraiment, redéfini un peu son basket autour d'Eddie Bonsa, parce que c'était un peu le seul joueur. C'est aussi pour ça qu'il y a des cartons, hein. On parle de matchs à 30 points, sur un mois. C'est aussi parce que du coup, il avait énormément de responsabilités et c'est aussi intéressant justement de le scouter dans un système où en fait c'est littéralement lui le système, un système vraiment, Héliocentrique. héliocentrique, c'est ça.
Toi, Paul, t'en as pensé quoi de sa saison? Est-ce que tu as senti aussi cette évolution? C'est quoi qui t'a marqué en regardant Dybala? Bah, avec Dybala, ce qui est marquant quand même, c'est l'eye test. C'est à quel point est-ce que, il est inarrêtable en tant qu'ailier et finalement, c'est assez rare parce que, les ailiers en fait, les ailiers, c'est vrai que soit ils sont un peu générationnels comme Flag et Dybala, sur le scoring quoi, plus Dybala, soit ils mettent du temps un peu à se développer et lui, il a un niveau déjà excellent, en fait, à son âge et en fait, il fait une saison où il produit énormément avec quand même une certaine efficacité et je pense que, tu vois, parmi les saisons freshman, NCAA au 21e siècle, enfin, moi, les seuls qui sont peut-être clairement devant lui, c'est genre KD Melo. Sinon, derrière, en fait, il est là, quoi. Donc, il a été impressionnant. Et puis voilà, il y a une capacité à faire un peu ce qu'il veut sur le terrain, c'est-à-dire soit il va au cercle, soit en fait il pull up à mi-distance, soit il utilise son flotteur, soit il pull up à 3 points. Bon, le 3 points, il n'est pas hyper adroit, mais je pense que c'est normal, il n'a pas énormément de touchés pour l'instant. 77% sur la ligne, 33% à 3 points, c'est pas fou. Mais en fait, son scoring à 2 points, il est vraiment excellent. Et, heu, et après, c'est pareil, il y a un peu de tous les playtypes, quoi. On l'a vu sur post-up, on l'a vu sur ISO, on l'a vu sur pick and roll ball handler. Beaucoup Je d'ISO, pense j'ai l'impression, hein. Beaucoup d'ISO, post-up, dans ces ouais, zones-là, surtout non? sur la fin, parce que voilà, il y avait plus Saunders, comme l'a dit Jesper. Et finalement, tu te rends compte que c'est aussi un vrai athlète avec un gros moteur, parce que sur tout un match, en fait, il peut garder quand même un niveau élevé de volume avec une certaine efficacité, même s'il y a des matchs où il passe un peu à côté parce que le toucher vient pas. Bon, après, le moteur en défense, c'est différent, on en reparlera, mais voilà, quoi. Sur ce que j'ai compris moi de sa saison, j'ai l'impression qu'on est sur un Jasper, toi tu dis, à la fois il est grand, mais en plus il fait plus grand que sa vraie taille, c'est un 6'9", mais parfois c'est vrai que tu as l'impression d'être sur un 7 pieds, tellement il a l'air d'être grand, donc il a 2'6", parfois tu as l'impression qu'il a 2'10". J'ai l'impression que c'est beaucoup lié au fait que son centre de gravité, il est quand même assez haut parce qu'il a des très grandes jambes et on sait que sur ces profils-là, c'est compliqué d'aller chercher, tu vois, de la puissance, de l'explosivité sur le dribble. Tu vas plutôt aller chercher du footwork pour réussir à avoir de l'horizontalité ou alors de la verticalité si tu es très, très athlétique. Et j'ai l'impression que tout au long de la saison, ça a été un peu la question autour d'Ibanza. On est sur un joueur qui est capable, enfin, qui a un profil de scoreur pour lui-même et de créateur pour lui-même, mais est-ce qu'il est capable d'aller au cercle ou est-ce qu'il va tout le temps s'arrêter à mi-distance parce que ces limites-là qui sont liées à son centre de gravité haut vont l'empêcher d'y aller? Et j'ai l'impression que pour le coup, la vie a pas mal évolué dans la saison, comme si au début de la saison, on était convaincu qu'il était gêné par ça et qu'on s'est finalement rendu compte que pas tant que ça et qu'on avait plus que des flashs de capacité d'aller au cercle. Je me trompe ou pas? Alors pour moi, en fait, sa force, c'est un peu son plus grand défaut, comme disait Paul, c'est qu'en fait, il a une panoplie, il est capable d'être efficace sur plein de systèmes, plein de types de finish, mais c'est plus sur le decision making, en fait. Pour le coup, je me souviens qu'il y a beaucoup de gens qui avaient critiqué son match au TD Garden, où il fait une première mi-temps assez affreuse, deuxième mi-temps plutôt bonne. Et c'est vrai qu'on a eu plusieurs matchs comme ça, en fait, où ça a beaucoup fluctué dans les matchs parce que son decision making, en fait, il est tellement capable de tout que du coup, parfois, c'est surtout un je pense un problème de shot making, de decision making, que parfois il prend le pull-up quand faut pas prendre le pull-up. Ouais. Parfois, il va tenter le step. Il a juste en tout cas, moi, je pense, besoin de beaucoup jouer au basket pour comprendre quel est le bon move dans la bonne situation. En fait, il est capable de tellement de moves que du coup, je pense que ça lui offre presque trop de possibilités et du coup, il n'arrive pas à se centrer et à réfléchir à faire le bon geste. Toi, Paul, comment tu le sens là-dessus? Est-ce que tu as l'impression qu'on est sur un mec qui va se retrouver à, tu vois, être un peu anti-méta, on en parle souvent, c'est-à-dire à prendre énormément de distance, ou est-ce que tu as l'impression qu'il est capable d'aller au cercle et comme dit Jasper, c'est plus une question de decision making qu'une question de compétence, quoi? Ouais, c'est plus une question de volonté. C'est un gars c'est un scoreur pur un peu à l'ancienne, quoi, donc ça va être mid-range, avec gros volume. Mais oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand il va au cercle, tu te rends compte que, il est vraiment bon dans sa capacité à finir au cercle parce que footwork vraiment excellent. Il a, tous les steps, les euro steps, les gather steps. Il est aussi très bon sur des open ender. Donc, là-dessus, il y a pas de souci. En plus, le toucher est plutôt là, je trouve, au cercle, et également à mi-distance. Donc là-dessus, ouais, il y a pas trop de soucis. Après, c'est vrai qu'il y a un decision making aussi sur le playmaking, sur le fait de passer, où, il y a des très bonnes lectures par moment, mais, voilà, il va tirer,
25 fois sur un match et en fait, il va faire la passe que 5-6 fois, quoi. Et la bonne chose à faire, même si on sait que c'est un scorer first, c'est peut-être de shooter que 20 fois et de faire quand même 10 fois la passe, quoi. Voilà. Et est-ce que tu penses, toi, j'espère que son donc on a compris, hein, c'est un joueur d'ISO, fort, enfin ISO post-up fort là. Est-ce que tu penses qu'il est assez fort pour réussir à l'imposer en NBA rapidement ou est-ce que, enfin, tu vois, Paul, semblait décrire un joueur, qui finalement est vraiment élite de chez élite sur l'ISO. Toi, tu as la même sensation? Tu as un peu de crainte, quand le niveau va monter sur sa capacité à garder ce volume d'isolation? Oui, pour une raison, c'est que je trouve que le handle pour l'instant est encore à travailler. Il manque de variance, il joue trop pour l'instant sur sa vitesse et sans quand on sait qu'en NCAA, dans une division inférieure, ça peut passer. Je pense qu'en NBA, il va falloir travailler, ça parce que je sais qu'il y avait des comparaisons avec RJ Barrett. Bon, je dis pas que ça va devenir ce joueur, je le souhaite pas, mais c'est vrai que c'est des joueurs aussi qui peuvent être, devenir assez limités. Mais c'est vrai que en fait, là où tu es positif, c'est quand même qu'il a montré un échantillon de, comme disait Paul, gather step, des flotteurs, des pull-up à mi-distance. Il a montré vraiment la panoplie du scoreur type que tu veux dans ton équipe, où tu te dis en fin de match, il est capable de sortir n'importe quel type de shoot dans n'importe quel type de situation. C'est pour ça que moi, la question, c'est plus sur le côté, en fait, pour l'instant, je pense qu'il a trop de choses à gérer. Parce OK. que en fin de saison, il devait être le playmaker, alors que c'est un joueur qui a Utah Prep. On parle de la high school, c'est eurocentrisme, mais à un point, enfin, c'est ISO sur ISO en tête de raquette. Il va jamais se retrouver dans un corner, il va toujours être balle en main et je fais la magie. On l'a vu justement au FIBA où c'était un peu moins le cas, avec plus de ball handler. Il avait parfois un petit peu de mal à trouver son rôle et on a vu justement ses limitations, je pense, au niveau du handle quand il devait un petit peu créer pour les autres. Pour l'instant, c'est plus de questions, c'est quand est-ce que je fais la passe? Quand est-ce que je fais là le gather step? Est-ce que je fais un flotteur? Je pense qu'il y a trop de choses pour l'instant qui se passe dans le drive et que comme en plus il a un first step qui est assez explosif, il faut juste qu'en fait il joue pour que le jeu ralentisse et qu'il engrange tout simplement dans un apprentissage, quoi. Et ce que vous disiez, tous les 2, c'est que, par contre sur le pick and roll, parce qu'on l'a beaucoup vu effectivement sur des situations de scoring, ce que vous disiez, c'est que sur le pick and roll, vous trouvez que finalement c'est pas trop mal, à la fois le passing, mais aussi la capacité à prendre des pics. Paul, je te sentais peut-être un poil plus, mesuré sur le passing que ce que disait Jasper, qui disait qu'il voyait quand même des trucs cool dessus. Non, non, mais j'ai aussi vu des trucs, très cool, sur ça. C'est juste que, le passing est pas encore très précis. C'est-à-dire que des fois les lectures, elles sont bonnes. Tu le verras faire, des passes lobées, des skip passes ou des choses comme ça. Mais c'est pas encore très précis. Et du coup, au moins vu qu'il a cette vision-là, la précision, je pense qu'elle viendra plus tard, quoi. Et comme l'a dit Jasper, c'est pas un tunnel à ballon et il crée tellement de décalage en NCAA que du coup, par moment, il sait quand même quand, faut faire, la passe, même s'il la fait pas tout le temps, quoi. Il va quand même chercher le scoring. Et après, ouais, le handle, vu qu'il est pas parfait, il y a toujours des pertes de balles aussi, liées à son handle et voilà. Toi, Jasper, tu penses que le pick, il est capable d'avoir un gros volume de pick assez vite ou pas? Assez vite, je sais pas, ça dépend toujours effectivement de son handle parce que, j'ai rarement vu peu de jeux d'équipes qui l'ont trap et surtout il bénéficie d'un très bon, screener qui était le pivot de 6'8", je crois, il faisait presque sa taille, en fait. Le pivot de BYU et qui avait un spacing, assez large quand tu regardes les Wright, les Saunders. Il était comme dans un système qui le facilitait beaucoup et qui lui laissait énormément d'espace pour attaquer le cercle. Donc quand des équipes NBA qui vont, peut-être faire du top lock, qui vont essayer d'être très agressifs très haut, on va laisser moins d'espace pour arriver à la raquette. Va falloir voir si effectivement, heu, ces lectures de passe, c'était juste des flashs et du coup, ça va vraiment être peu régulier. Mais du coup, c'est effectivement le problème, c'est que, bah, s'il a pas le handle pour se défaire de situation, on va être plus sur un joueur qui va être en fait un vraiment un play finisher que le joueur un peu héliocentrique ou l'espèce de T-Mac, qu'on a pu voir ou qu'on a pu nous vendre, il y a un petit moment. Pour toi, tu es sur un attaquant, générationnel ou pas? Un scoreur peut-être, ou même pas? Bah, générationnel, c'est vrai que c'est toujours compliqué à Non, le mais genre, tu vois, dans les défendre. joueurs que tu as vus, tu mets chapeau 1 des mecs que tu as vus sur cette partie-là, tu mets plutôt chapeau 2, tu vois? Je pense qu'il peut être chapeau 1, ouais. En fait, je trouve que j'ai rarement vu un joueur avec autant de moves aussi jeune et avec OK, autant de facilité, en fait. ouais. Vraiment, c'est aussi pour ça, je pense que London, on est assez dur. C'est parce qu'en fait, on se rend pas compte qu'il est 6'9", quoi et que du coup, bah, c'est logique pour un joueur de sa taille de pas avoir un handle,
élite, enfin ou très bons. Mais c'est vrai que quand tu vois le faire des moves, moi j'ai rarement vu des joueurs aussi jeunes avec autant de responsabilités faire une quantité dans un match où tu vas Ouais. trouver en fait un host step, un eurostep, un gather step, un flotteur. Ensuite, tu vas avoir un fadeaway. En fait, tu as l'impression que parfois aussi, peut-être que c'est une façon de se montrer en disant: «Regardez tout ce que je peux faire» et en fait, si on travaille bien, bah, je peux devenir vraiment le scoreur complet parce que je possède déjà la panoplie, mais pour l'instant, c'est juste que je sais pas le faire au bon moment, en fait. Et sur la partie, défense, de l'autre côté du terrain, tu en penses quoi? Tu vois quoi, chez lui? Il a des atouts. Je pense qu'il se donne beaucoup d'attaques et du coup en défense, ça joue effectivement sur son moteur. Je trouve qu'au niveau du rebond, pour sa taille, il pourrait faire bien mieux, heu, mais il a des atouts, physiques qui font que c'est un joueur assez flexible en attaque, heu, on va lui demander plus, je pense, dans la gestion des écrans. Après je pense que c'est un joueur qui va se trouver souvent sur l'aile, donc il va plus être, chassé ou va peu être la proie, sur des écrans. Mais il pourrait gagner peut-être en puissance sur le haut du corps, au niveau des épaules, parce qu'il a quand même des atouts qui sont assez intéressants. C'est un joueur quand même qui est assez vertical. Plutôt un joueur du coup de défense, corner qu'un joueur qui va être devant. Ouais. Ouais, c'est pas un moteur de contre-attaque, c'est plutôt un joueur qui va sécuriser, éventuellement un deuxième rideau. Paul, toi, tu penses quoi de sa défense à Dybala? Il s'est amélioré, je trouve, au cours de la saison parce que, au début, c'était quand même très compliqué. Il a plutôt une bonne mobilité, pour défendre, tu vois, face à des arrières ailiers et je pense qu'en NBA, ce sera le cas. Mais en fait, il garde pas vraiment son effort sur toute une action. C'est-à-dire, il va faire un peu semblant d'effort sur 2-3 secondes et quand il y aura des rotations après, il va un peu se lâcher et je trouve qu'il y a des trucs un peu plus inquiétants aussi, c'est que des fois, il a du mal à se situer en défense, et sur les rotations, il est quand même pas très bon. Il a beaucoup de mal aussi pour naviguer les écrans. Mais après, il a les tools physiques donc vu que son cerveau, en fait, il est déjà sur la prochaine possession parce qu'il sait qu'il aura la balle en attaque, il déconnecte un peu son cerveau aussi en défense mais on a vu des choses intéressantes, notamment en aide, si lui, il doit, aller venir contrer un joueur, alors pas en rim protection, mais tu vois, par derrière, là, il va être intéressant parce qu'il saute quand même très haut et il a les bras pour le faire. Mais ouais, je pense qu'il sera pas négatif en NBA parce que voilà, il a le physique et il peut être très bien caché. Mais je vois pas un défenseur dominant, un défenseur impactant. Après, s'il se motive, il peut, être, positif, même peut-être un peu plus que positif, mais je le vois plus neutre que positif, quoi. Et toi, tu irais plutôt chercher un truc, genre qui est, aller développer un peu la couverture de cercle secondaire, tu vois? Ou plutôt, en gros, faut le cacher, il faut réussir à faire en sorte qu'il ait pas trop d'oubli et ça suffira, tu vois? Tu projettes plutôt comment, là-dedans? Heu, ouais, c'est dur à dire. Bah, je le projette peut-être avec de l'impact, tu vois? Hem, sur tu sais alors je sais pas comment on dit en français, mais sur la zone qui s'appelle la nail. Tu sais là où Butler et Kawhi sont très forts, c'est juste sur la zone des lancers francs. Où là je pense qu'avec ses bras, avec sa bonne vision du jeu, sa longueur et tout, là il pourrait être impactant pour gratter des ballons sur les stunts, pour empêcher un peu les drivers de drive. Mais, je pense pas qu'en aide ou dans le corner, il sera, si impactant que ça, quoi. OK, d'accord. Donc, on est plutôt sur parce que c'est compliqué quand même ces joueurs qui sont, ni fort playmaker, ni fort défenseur, très fort scoreur. Les top joueurs, c'est quand même bien, c'est quand même, moi je trouve, de cocher 2 des 3 cases, quoi. Quand on a qu'une seule des 3, parfois ça peut causer des carences que tu dois compenser et c'est chiant d'aller compenser ça par un roster, quand tu te construis autour de ta star. J'espère moi j'ai l'impression que dans les comparaisons, ce qui collait le mieux finalement, même si c'est pas une comparaison toute jeune, mais, enfin allez, même s'il y a encore un joueur de la draft 2003 qui joue, mais la comparaison évidente, elle est pas un peu avec Melo, pour le coup, s'il fallait, comparer avec quelqu'un? J'ai l'impression que c'était un peu ça, moi. Bah, en fait, j'ai pas ce côté mélo à Syracuse, mais c'est vrai que moi, si j'ai l'image de mélo NBA, on est quand même beaucoup plus sur un avaleur de ballon et un joueur qui va faire des séquences arrêtées, OK. les séquences 45 post-up. Bon après aussi, c'est parce que le jeu de l'époque, voulait ça, hein, mais on est quand même sur un joueur qui a par contre quand même beaucoup plus de dynamisme et qui Ah ouais, va quand faire même. beaucoup plus OK. de courses, de longues courses et qui est peut-être plus, j'allais dire vertical. Après Melo quand même était assez explosif en début de carrière, pardon. Mais j'ai pas la taille de Melo, je pense qu'il est un peu plus grand quand même que Melo?
Bon, c'était un 6-8, Melo Ouais 6-9, ouais, et 6-8, après en ouais. défense, Melo c'était pas fou. Je pense que lui, pour le coup, il a les atouts. Là où ça peut déjouer en sa défaveur, c'est que BYU n'était pas une top défense NCAA. C'était vraiment, le coach, pour ceux qui savent, c'est un coach qui vient de la NBA, qui est là pour mettre un système offensif C'est qui avec le beaucoup de coach? 3 points. J'ai oublié son nom, c'est Bah, je vais l'ancien regarder. assistant des Suns Je vais regarder, je vais et regarder, je vais regarder. assistant des Sixers. C'est aussi pour ça qu'il y a 12 assistants à la fac de BYU parce qu'ils ont plein d'argent. Ah oui, effectivement, ouais. Ils ont un staff, démentiel avec un gymnase, en fait, toute la ville, est fournie. Kalani Sitake, c'est lui? Non, c'est, Foot US, ça, non? Ouais, OK. c'est, j'ai Ouais, un c'est j'ai Foot un nom US. américain, John quelque chose, je sais plus. En tout cas, le coach des Kevin Young? Suns, c'est ça, Kevin Young. Kevin Il Young, ouais, vient aussi pardon. avec des anciens assistants NBA, donc il arrive avec OK. un pédigré de, heu, je suis un ancien assistant NBA, donc écoutez-moi. OK. Et pour le coup, très bon coach d'attaque, pas forcément un très bon coach de défense et surtout Divansa, c'est pas un joueur qui défendait en high school parce que c'est pas ce qu'on lui demandait. Ce qu'on lui Vous demandait avez en high par contre, school, vous avez une c'est comparaison qui vous parle autour de lui, si jamais les gens veulent se repérer un petit peu? Moi, j'ai Jalen Brown, moi. Jaylen Brown, OK, c'est rassurant. Enfin après Jaylen Brown, je dis ça, c'est rassurant en me moquant un peu, cette année, c'est un top 10 NBA, mais Ouais, mais quand même. souvent il est non, mais il est souvent critiqué, quoi, tu vois? C'est pour ça que je dis ça. Pour le coup, donc plutôt c'est des volume scorers, quoi, c'est ce que tu veux dire, Ouais, quoi? voilà. Ouais. Volume scoreur fort en ISO et en termes de projection, situation idéale, vous, que vous donnez, c'est plutôt, là, il va être drafté demain, vous le voyez plutôt être drafté par une équipe qui va lui donner beaucoup de ballons, plutôt une équipe qui va chercher, du dynamisme dans le jeu? Je pense à Indiana, par exemple, est-ce que vous êtes plus sur un truc à la Indiana ou un truc où il va falloir lui filer tous les ballons comme les Nets? c'est vrai que sous Carlisle, ça me plaît plus. J'ai rien contre Fernandez, hein, mais c'est vrai que le projet de Brooklyn est assez flou. Au moins, il aura des ballons à Brooklyn, mais je sais pas si tout de suite, il a besoin de ballons et je pense que c'est vrai que dans l'offense d'Indiana, avec le retour d'Haliburton, il sera aussi peut-être moins responsabilisé et peut-être que ça peut lui faire du bien parce qu'on voit que quand il est trop responsabilisé, notamment en fin de saison de BYU, les chiffres sont là, mais il y a quand même, certaines questions qui se posent. Paul, toi, c'est quoi pour toi la situation idéale où tu aimerais le Moi, voir? j'aimerais bien le voir dans un effectif, où il y a pas trop de pression de gagner, où ça tanque un peu et on lui file tous les ballons et on voit ce que ça donne, quoi. Genre Genre Nets, quoi? Nets, genre Mmh. Memphis, genre les Kings, mais putain, ça fait chier quand même les Kings. Ouais. Mais tu vois, Indiana, ouais, ce serait intéressant, mais le problème, c'est qu'en fait, ils vont jouer la bague. Enfin, à part si Haliburton, il revient très mal. Ils ont besoin de spacing et du coup, en catch and shoot, je pense pas qu'il soit si mauvais, Dibanza. J'ai pas les chiffres, mais je trouve que, voilà, si tu le mets dans le corner et que tu lui donnes pas la balle à main, parce qu'en fait, il faut donner à Haliburton et Siakam, je trouverais ça un peu dommage, quoi. Mais ça en régulière, dans un premier temps, ce serait intéressant, ouais, c'est sûr. Il tourne sur la saison à 33 à 3 points, il est à 77 en Ouais, lancers francs. ouais, ouais. Mais je crois Ça, qu'en catch and shoot, c'est mieux, mais je suis pas sûr. OK. Bon, en tout cas, on n'a pas un profil de tireur, élite, quoi. Ça peut devenir un bon tireur probablement à terme parce qu'il est encore jeune et qu'on voit qu'il a un shoot un peu naturel, mais on n'est pas sur un profil de tireur élite. Ouais, Est-ce que puis si je peux ce que je rajouter aussi, sur le côté FIBA, c'est que c'est un joueur qui va devoir, s'il arrive aux Pacers, se trouver un role of ball. Je trouve que c'est là où il avait beaucoup de difficultés en FIBA. OK. C'est qu'en fait, il a tellement eu le ballon que parfois il savait pas trop, est-ce qu'il faut en faire plus? Est-ce qu'il faut trop en faire? Comme c'est un joueur qui est pas forcément habitué à évoluer sur le catch and shoot, il était très bon sur des séquences de transition en FIBA. Mais c'est vrai que dans des situations arrêtées en FIBA, où le terrain est plus petit, les défenses sont plus sévères aussi, il a eu un peu de mal. C'est là où je pensais que le handle avait vraiment été un problème en FIBA. Nous, on en parlait, cette semaine d'ailleurs dans notre, conversation en parlant de Paolo Banchero, les joueurs, qui de base sont pas des gros joueurs sans ballon, quand en plus tu les développes avec énormément de ballons en main, tu as intérêt que ça soit des joueurs élites après en balle en main parce que pour leur enlever la balle, 4-5 ans après leur entrée en NBA, c'est compliqué, quoi. On voit que c'est quand même assez difficile. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire sur Dibanda ou est-ce qu'on passe à notre deuxième nom? On est tout bon pour vous? Ouais. Allez, si on est tout bon, on passe à notre deuxième nom, on descend un petit peu dans la draft. Jasper, je crois que tu voulais nous parler du meneur de Houston, je me trompe? C'est ça, le meneur de Houston Cougars qui sont encore, là où on parle, en course pour la March Madness comme depuis, bientôt 4 ans, depuis que la fac est un peu bankable.
Donc le meneur de Houston. Petit contexte sur Houston aussi avant, parce que On je pense va que peut-être ça donner sera le nom, on va peut-être donner le oui nom, pardon, Kingston, désolé. c'est J'étais parti. Kingston Flemings, hein, qui Mmh. fait 6-4 pour le coup, qui était, sauf erreur de ma part, 22e au bord d'ESPN en 2025. C'est un 2007 pour le coup, lui aussi. Et donc, effectivement, c'est le meneur de Houston. Et je te laisse le présenter. C'est ça. Et Houston qui était du coup en une sorte de reconstruction, qui avait fait en fait un gros run l'année dernière, qui a perdu énormément de joueurs et un petit peu à la surprise, on a vu 3 prospects 4 étoiles, commits, Harwell, Senac et Flemings et c'est la première fois en fait qu'il y avait des jeunes à Houston parce que, les Jamal Sheed, tous les joueurs comme ça, c'était des joueurs qui ont ou Quentin Grimes, des joueurs qui avaient plusieurs saisons, NCAA et là, c'était intéressant de voir comment, on gère le cas des jeunes de Houston, qui est une fac, très identitaire, à l'identité en fait de défense, totalement, hyper agressif, étouffante. Et Flemings avait un profil du coup d'attaquant d'espace, très rapide. Donc ça a été intéressant du coup de le voir dans ce registre-là. Je pense qu'on a vu un joueur qui a, beaucoup surpris parce que tu regardes le board de début d'année, je pense que Flemings, il arrive en fin de premier, je dirais. Bah, tu vois, 22e au board d'ESPN sur les jeunes 2025. Donc, effectivement, on est plutôt vers le bas, quoi. C'est ça. Et c'est un joueur qui très vite en fait a pris énormément de place à Houston parce que, bah, Houston ne sait pas attaquer le cercle Ok. et en fait, quand tu as un très bon joueur qui est aussi rapide, et aussi, franc dans son decision making, tout de suite, il a beaucoup de ballons parce qu'effectivement, en fait, le spacing de Houston et l'attaque, quand il y a pas Flemings, c'est inerte, enfin ça ne bouge pas et Flemings sa 1re qualité, c'est la vitesse. Je pense que pour le coup, il a des appuis et une vitesse, phénoménale. Plus, j'en parlais dans l'article, moi je trouve que c'est là où il est intéressant, c'est qu'il voit souvent le play avant que le play se passe. C'est un joueur extrêmement intéressant dans, l'attaque, de l'espace. J'avais dit l'attaque du temps en fait, où, il va très vite voir que le close-out est pas bon et en fait, quand il combine ça avec sa vitesse, il a déjà 3 pas d'avance et dans une équipe de Houston qui a énormément besoin de ça, c'était assez impressionnant de le voir. Et on en parlera un petit peu de ses défauts, parce que du coup, forcément, au début de saison, c'était un petit peu la surprise. On s'attendait pas à ce qu'il soit aussi bon. Donc en fin, voire milieu de saison, on a beaucoup plus, eu de défense, haute, agressive sur lui, beaucoup plus on va le chercher beaucoup plus proche, alors qu'avant, on laissait peut-être plus d'espace. Mais il y a des performances, je me souviens là pour, notamment, c'est contre Arkansas, contre Darius Akef, où tu as un duel des 2 et en fait, Akef n'arrive jamais à défendre, sur le pick and roll, Tugler, Flemings parce que Flemings a toujours, 2 pas d'avance. Il arrive dans la raquette avec une vitesse folle. Donc vraiment énorme slasher qui a une vitesse folle. Sur les défauts, on va retrouver ouais, Peut-être pour continuer sur les qualités et la partie offensive, juste pour moi, effectivement, sur ce que j'ai vu, enfin, t'en fais beaucoup. Moi, sur ce que j'ai vu, vraiment la partie, le combo, parce que t'as dit qu'il va vite. Moi, je trouve qu'il va vite et qu'il a plusieurs vitesses. On a parlé d'autres joueurs et parfois, c'est ce qui peut être un peu dur avec les joueurs, c'est d'avoir plusieurs vitesses. J'ai l'impression qu'il est capable de s'arrêter, de repartir, de se re-arrêter, de repartir et que c'est notamment lié au fait qu'il a un handle. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Paul, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai l'impression que son handle, il est vraiment top niveau, quoi, pour le coup. Alors moi, je suis pas d'accord, mais OK. Jasper finir. Ah, OK. Bah, du coup, bah, Jasper, peut-être finir. je suis pas forcément un handle de top niveau. Je pense que ça joue beaucoup avec sa vitesse. Je pense pas qu'il a énormément, le crossover, le truc, mais il joue très bien en fait effectivement dans ce que j'appelle vraiment c'est le decision making de attaquer le cercle au bon moment, attaquer le bon angle et c'est pas non plus le passeur, du siècle. Ça reste un bon passeur. C'est un passeur en fait, assez intriguant parce que c'est un passeur qui est plus à l'aise, presque quand il voit pas le jeu que quand il voit le jeu. C'est pas un joueur qui va faire des pocket passes et qui a besoin d'avoir une vision panoramique très en face du cercle. Par contre, une fois que le décalage est créé, une fois qu'il arrive au niveau justement du cercle et de la raquette, c'est là, il va faire beaucoup de kick-out. Il a une superbe, des superbes mains justement, de flexibilité des mains pour faire des passes et trouver des bons angles. Par contre, c'est vrai qu'en termes de tempo et en termes de, faire la passe quand il y a un split screen ou quoi, là-dessus, c'est pas encore le cas. Je pense que c'est un joueur qui joue, peut-être trop à une seule vitesse pour le OK. coup, OK. mais il a quand même c'est vrai qu'il a des appuis, en fait, assez phénoménal et c'est là où je pense que ça joue, parce que le handle, je dirais quand même plus que correct et sa taille, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est un moustique, je trouve, sur le terrain.
il est annoncé 6'4", je trouve pas qu'il est si 6'4" que ça et ça joue aussi beaucoup, je trouve, au niveau des fautes. Je trouve qu'il a beaucoup de fautes aussi, il avait une bonne attaque du cercle et une bonne provocation des fautes. Donc c'est vrai que quand tu vois sa capacité à finir plus son, passing et sa provocation des fautes, ça en fait un joueur très intéressant. Mais sur le passing, moi j'ai eu l'impression en regardant que le passing était vraiment pas mal. Alors tu me dis que c'est pas si bien que ça, mais est-ce que c'est des flashs que j'ai vus? Parce que moi j'ai moins vu de matchs que toi, hein. Est-ce que c'est des flashs, que j'ai vus où tu as des moments où vraiment le passing est super cool ou est-ce que finalement, c'est Bah, très irrégulier, quoi? on n'est pas sur, j'allais dire, j'allais faire une liste des meilleurs passeurs, mais je mettrais quand même un petit au niveau de Hakeuf, je pense, où c'est pas sa qualité première, mais ça reste son passeur et c'est vrai que, c'est un joueur, je pense, qui a jamais eu le profil, faut que je regarde à nouveau la tape high school, mais de gros passeurs, gros joueurs centriques et on l'a vu en début de saison, c'était, l'autre meneur, donc Milo Suzanne, qui avait toutes les possessions les plus longues, c'est lui qui gérait le tempo et en gros, c'était Fleming qui était plus off ball il y a un décalage, on sait que Fleming, il va aller attaquer le gap et du coup, ça va créer le décalage. D'accord, Donc c'est OK. pas un passeur qui va créer de lui-même, par contre, en termes, de dynamisme et d'accélérateur pour créer, l'occasion, là-dessus, je trouve qu'il est plutôt bon. Toi, Paul, t'en penses quoi de Fleming? C'est quoi ton regard, sur lui? Hem, ouais, j'ai eu un bug de Wi-Fi là, je suis parti pendant 2 minutes, mais c'est vrai que moi, genre, en fait, je suis un peu plus bas que la moyenne. J'ai du mal à comprendre dans cette classe de draft, énorme, pourquoi est-ce que autant de gens ont, Flemings un peu en tier 1 des meneurs. Parce que je vois quand même un peu des défauts qui sont rédhibitoires. Notamment, tu vois, dans sa capacité à être adroit au cercle. J'ai l'impression que si c'est pas des handsets ou si c'est pas des empty side action, en fait, le shoot, il va le rater. Il y a un footwork qui, moi, je suis vraiment pas fan. J'ai pas l'impression qu'il a une si grosse envergure que ça. Il a pas non plus un bon handle quand faut aller drive dans le trafic. Tu vois, le handle, en fait, tu te rends compte que il a du mal à vraiment aller bas sur son handle, ce qui est quand même important. Donc c'est vrai qu'il l'utilise pour accélérer, pour changer les rythmes, parce qu'en fait, il rebondit son dribble haut, mais du coup, quand il faut aller dans le trafic et qu'il y a plus beaucoup d'espace, en fait, là, il est en difficulté. Moi, je trouve aussi il utilise pas vraiment son flotteur. Alors, il a un très beau mid-range où il part un peu sur l'arrière et son shoot est très élégant, donc ça, c'est cool. Il va bien le rentrer en NBA. Il se fera pas trop contrer dessus, je pense. Mais le flotteur, en fait, il est pas vraiment à droit dessus. Je crois qu'il est à 30% sur la saison. Et donc voilà, donc je trouve que c'est un peu des défauts rédhibitoires, quoi, les défauts que je viens d'énoncer. Et un autre gros défaut, c'est qu'il y a pas beaucoup de volume à 3 points, quoi. C'est un joueur, alors il avait bien été adroit à 3 points sur le début de saison, mais après, en fait, tu vois, il y avait beaucoup moins de volume. Donc bon, ce qui est bien, c'est qu'il est adroit sur la ligne, mais c'est pareil, là, sur la ligne, il y va pas beaucoup. Parce qu'il est aussi limité physiquement, pour aller un peu, compenser sa taille par de la puissance sur drive. Donc voilà, j'ai du mal à voir un peu, une star que pas mal de gens voient. Par contre, ce sera un super joueur de collectif en NBA, notamment parce que la défense est plutôt cool. Après, est-ce que c'est parce qu'il est à Houston et qu'il faut forcément défendre à Houston? Peut-être qu'en NBA, il se motivera moins, mais en tout cas, sur ce qu'on voit en défense, c'est quand même très rassurant. Et limite, là où je suis limite un peu plus haut que les autres, c'est sur son passing, parce que je trouve que son passing, il est vraiment excellent. Dès que l'équipe en face envoie des edges, il fait tout le temps la bonne couverture, enfin, tout le temps la bonne passe précise pour le roller et tout. Alors, il sera limité par sa taille, donc les skip pass, ce sera peut-être compliqué, mais je trouve que son passing, il est très propre. Et dernière chose aussi, j'ai pas l'impression que ce sera un joueur si dominant en transition aussi, même s'il va vite. Je sais pas, je trouve que les finitions au cercle aussi, il s'éloigne un peu du cercle à chaque fois en transition, donc voilà. Donc si je comprends bien, on est sur un gars qui brille plutôt par son decision making, si je suis, ce que vous dites tous les 2. Quand même son premier pas, et sa vitesse, qui est quand même pas mal, mais un peu frêle, pas très grand, pas très technique non plus. Donc c'est vraiment, le combo, 1er pas, decision making qui fait la différence, chez lui, en tout cas qui fait sa valeur. Toi, Jasper, tu comprends? Parce que je le voyais là il est quand même très, très souvent dans les top 10, hein, quand même, de voir les top 7 même. Est-ce que toi, tu trouves ça normal qu'il soit aussi haut ou est-ce que pour toi c'est un peu haut? Bah, c'est un joueur qui produit à Houston, donc je pense qu'à partir de là, en fait, le contexte fait que on s'attend pas à ce qu'un joueur soit bon facilement à Houston. OK.
Et là où c'est intéressant, c'est peut-être qu'il est encore meilleur en début de saison quand c'est pas forcément lui qui a toute la responsabilité. On a vu en début de saison comme c'était un peu la surprise, c'est quand même beaucoup Milo Suzanne qui avait l'initiation et qui avait le play et ensuite effectivement Flemings qui pouvait, accélérer le jeu et attaquer les défauts de l'équipe. Là où en fin de saison, on a vu qu'en fait effectivement on était plus agressif, on avait des séquences de trappe, on avait des séquences où en fait on va chercher très haut, on va l'empêcher de développer son jeu et de prendre la vitesse et là c'est plus compliqué parce que, c'est pas un joueur qui va faire, beaucoup de, turnover. Par contre oui, du coup ça limite un peu son profil et sa capacité à être bon offensivement et du coup, par essence, une équipe de Houston qui ne sait que défendre va énormément se reposer du coup, sur les qualités de Flemings. On l'a vu en fin de match, c'est rare d'avoir un freshman qui a autant de responsabilités et c'est lui qui a step up dans les fins de match de Houston, alors qu'on est dans une équipe quand même qui a parfois, les Tugler, les Usan, ce sont des joueurs qui ont 2 ou 3 ans NCAA. Donc il y a je pense que là où du coup les gens le surévaluent, c'est le côté en fait, très négatif de Houston et de voir que dans un spacing aussi, négatif, dans une attaque aussi stagnante, de voir à quel point lui, il peut débloquer tout ça juste, par son decision making et en fait sa capacité à attaquer le cercle et passer. Et la défense, Paul disait que la défense était pas mal. Je te voyais réagir un peu quand Paul a dit est-ce que c'est parce que il joue à Houston et qu'il faut défendre? Toi, sur la défense, tu le codes comment? Je trouve bon, je pense pas que ce sera non plus un excellent défenseur, limité parce que je trouve que sa wingspan, en tout cas, elle est pas impressionnante, sur le terrain. Après, c'est un joueur qui va se battre, c'est un joueur qui dans la ligne de passe est pas mauvais, mais c'est pas, un playmaker défensif et effectivement, je pense que là-dessus, il a beaucoup de chance. Enfin, c'est aussi lui qui a commit à Houston, hein, quand ils le savent, j'ai l'impression quand ils commit que tu défends pas, tu joues juste pas. D'avoir une défense aussi agressive que Houston, j'ai hâte de voir aussi sur des attaques, demi-terrain. On sait qu'en fait, en général, Houston, là où ils ont le plus de problèmes, c'est les attaques qui sont très lentes, type Wisconsin, type Duke, qui se mettent beaucoup en place, sur demi-terrain et c'est des attaques du coup qu'on va peut-être retrouver en NBA. Donc à voir sur l'attaque où ça va être beaucoup moins enfin beaucoup plus d'attaques placées qui vont prendre leur temps. C'est aussi parce que l'NCAA forcément tu as 31 secondes, hein. Mais à voir parce que Houston du coup comme c'est une équipe qui montre très haut sur le porteur, on n'a pas non plus beaucoup de contexte où Mmh. c'est l'inverse. Ouais, il est bon sur les défenses très agressives, quoi, du coup. Mmh. Et la question que je me suis posée et que je vous pose, c'est la draft est déjà assez dense en talent sur les postes 1-2, même si ça reste quand même plutôt un poste 1. On a quand même une situation où la NBA est hyper dense sur le poste 1 en talent. La question que je me suis dit, c'est qu'est-ce que lui peut insérer dans cette génération de meneurs hyper dense qui fait qu'il fait sa place, quoi. Il a quoi en plus que cette génération d'arrière déjà super fort? Parce qu'au bout d'un moment, il faut arriver à se démarquer, quoi. Le niveau aujourd'hui est tellement haut chez les arrières. Qu'est-ce que vous voyez en plus chez lui? Bah, c'est la question que je me pose moi. C'est qu'est-ce que Ouais. vraiment il a en plus que les autres? Mais est-ce que ne pas avoir quelque chose qui fait que, tu deviendras hyper fort en NBA, si tu deviens très propre un peu sur tous les aspects du jeu, bah, tu auras une belle carrière. S'il commence à mettre dedans à 3 points et à trouver de la confiance sur du volume, parce que c'est vrai on n'en a pas trop parlé, enfin, si, mais il y a un spacing qui est vraiment pas ouf à Houston. Donc au final, je pense que ça l'aide pas à lui, à être en confiance. Et c'est vrai que comme l'a dit Jasper, c'est un mec qui a quand même montré qu'il step up dans les gros moments et dans les gros matchs. Donc là, tu vois, il y a le tournoi qui va finir et je suis persuadé qu'il peut, vraiment step up et faire 3 gros matchs, pour pas forcément aller au titre, mais tu vois, aller au Final Four. Donc là-dessus, ouais, mais moi, tu vois, une des compas que j'ai, c'est pas forcément dans le profil, mais c'est dans l'impact, c'est un Quickley. Bon, Quickley, il y a plus de volume, à 3 points, mais voilà, tu es un peu bon partout. On a envie d'être ultra high parce qu'en fait, tu as du passing, mais au final, bon, le scoring est limité, le profil physique est limité aussi et tu peux être adroit, tu vois, à mi-distance, à 3 points, mais voilà, tu seras un bon joueur de collectif, mais tu seras pas plus. Mais c'est déjà pas mal, tu vois? S'il devient un Quickley en NBA, tu as une belle carrière. L'autre, il a chopé, 150 millions sur 5 ans, c'est Non, déjà pas mal, quoi. c'est déjà pas mal, c'est sûr, mais comme tu dis, c'est peut-être pas un top 8 d'une top draft comme celle qui est annoncée, quoi, pour ce genre de profil. Bah, Toi, Jasper, tu t'anticipes quoi? Moi, sa qualité première, en fait, je dirais que c'est le mental. Je trouve que déjà,
Effectivement, je reviens effectivement en high school, le problème, c'était déjà effectivement le volume à 3 points. Donc à voir si c'est, parce que c'est le contexte Houston ou est-ce que c'est juste un joueur qui va pas forcément chercher le 3 points. Donc ça va être primordial surtout, bah, en NBA, tu es obligé de shooter à 3 points, sinon tu n'auras juste pas le ballon. Déjà, je doute qu'il ait le ballon, très vite, mais je dirais le mental. Je trouve qu'il a souvent step up, il a souvent pris les bons tirs et pris les responsabilités dans cette équipe de Houston. Alors que c'était pas le joueur attendu et on a vu effectivement qu'aussi au niveau du moteur, je pense que c'était un joueur qui était prêt. Je pense qu'il est très bien aussi conditionné effectivement par, Sampson qui est le coach chez Houston. Mais, c'est un joueur qui a vraiment je pense beaucoup de ressources au niveau du mental. Bah, c'est sûr que, si je te suis, tu vois, moteur, mental et decision making, déjà mental, decision making, c'est 2 des trucs, quand tu les as, ça te fait un gros pas en avant. Il faut réussir à suivre un peu sur la technique, quoi, mais, C'est ça et en général Houston, quand tu regardes les derniers prospects, Jamal Sheed, tu quoi? Jarras ouais, Walker et Grimes, ouais, tu c'est là-dedans, quand hein. même des joueurs qui sont Mmh. réputés pour être, bon, des gros batailleurs, mais aussi des joueurs qui mentalement, heu, soit sont stables, soit sont irréprochables, en fait. Jamal Sheed, pour le coup, c'est Puis en l'exemple decision type, making. quoi. Ouais. Decision making aussi, qui ont des super decision making, faut quand même bien Walker, valider qu'il fait 6-4, c'est hein, ça. parce que j'ai regardé, il est quand même effectivement, je suis d'accord avec toi, il rend petit et il y a pas mal de discussions quand même sur sa taille. Beaucoup attendent quand même la combine pour voir s'il fait vraiment 6-4 et s'il est pas plutôt à 6-3 voire 6-2. Parce il fait un peu petit moustique quand même, hein. Comme Ouais. Jamal Sheed, d'ailleurs qui fait un peu petit moustique aussi, ce qui n'empêche pas d'être un joueur intéressant. Mais bon, pour un top 8, je pense que sa taille peut jouer d'ailleurs. Le combo taille-envergure, s'il est encore top 8 ou s'il passe top 15, ça peut jouer. Bah, C'est quoi sinon, ça va le devenir Cole Anthony pour moi, en fait. C'est un joueur de banc, bah, à justement, peu c'est quoi près toi ta comparaison, scoreur. ton joueur, comparaison là, tu en as un ou pas? J'ai pas pensé. Heu, non, j'ai Il y a personne rien là qui te pour vient? l'instant de tête. Bon, mais rien qui vient, rien qui te vient. Et c'est quoi pour toi la situation un peu idéale, avec lui? Bah, je pense que j'en ai quand même plutôt pas mal parce qu'effectivement, je pense que comme il vient de Houston, c'est un joueur que je j'ai aucun mal à voir s'adapter. Après, c'est vrai que je le vois à Washington, pas trop envie, heu, mais et tu vois, je me dis Utah, mais Utah, tu as Isaiah Collier qui est un petit peu dans le rôle, mais une équipe comme, tu vois, Dallas, Memphis, Atlanta, là, ça me monte bien pour au début être en sortie de banc et attendre un petit peu de prendre son rôle petit à petit et en fait, de voir que c'est un joueur qui va être, impactant et important dans les gros moments. Moi, j'avais clairement Atlanta, aussi, dans les situations. Toi, Paul, tu le verrais bien dans quelle situation? Ouais, j'aime bien ce qu'a dit Jasper, c'est-à-dire dans un premier temps, tu sors du banc et si tu meilleur que le titulaire à terme, bah, tu prends sa place, quoi. Donc les Mavs, Atlanta, il y a de la place. Milwaukee, il y a de la place, hein, parce que je pense pas qu'Giannis va rester. Chicago aussi. Non, il y a beaucoup d'équipes. Ouais, juste Utah, non, parce qu'il y a quand même Collier, il y a Keyonte sur le même poste. Mais tu vois, même Washington, je pense qu'il peut faire du bien. Je suis pas sûr que Trae, en fait, reste sur du long terme, donc je me dis: «Pourquoi pas?» Tu vois? Il peut prendre la place de meneur. Indiana, je trouve que c'est quand même un peu bouché aussi, mais tu vois, toutes ces équipes-là, tu as quand même dans le top 10, top 10, top 11, tu as quand même, 7-8 équipes qui auraient intérêt à l'avoir, quoi. Moi, je m'étais juste dit sur Dallas que ce serait dommage pour Dallas vu que Cooper Flag est pas vu qu'ils ont déjà pas un spacing, top et que Flag est pas un shooter naturel, je trouverais ça dommage qu'ils aillent chercher un meneur de jeu qui space pas beaucoup, quoi. Ce serait un peu dommage, mais après, il pourrait fitter avec, le côté un peu, qu'ils essaient d'imprimer un peu dur, quoi, avec Naji Marshall et Cooper Flag, qui sont quand même les 2 joueurs qui sont à la base du projet, pour les années à venir. C'est les 2 seuls qui devraient rester vraiment à long terme avec peut-être les pivots. Enfin, ils seront d'autres, mais c'est juste là-dessus où je m'étais dit un peu dommage. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire autour de, notre cher, Flemings? Non? On est tout bon? Non. On est sur quoi? Vous le mettez quoi? Vous l'avez top 10, top 8, top 15? Moi, je l'ai top 10 et peut-être top 8 à la fin de la saison, ouais, si je modifie un peu. OK, tu peux quand même monter top 8. Toi, Jasper, tu l'as combien? Je crois que je l'ai un peu plus haut, je l'ai actuellement en 7. Ouais, quand même. Ah vous Le top 5 est difficile, mais je l'ai en 7. c'est toujours le truc qui m'étonne un peu avec les scouts, c'est que parfois vous allez être mesuré sur un mec et vous allez me dire: «C'est une super draft» et on le met, top 8. J'ai top 8, mais top 8, il faut que le mec soit incroyable, quoi. Oui, mais Moi, je en vois fait, des dans une draft de All-Star, tu en as 1 ou 2. ah bah non, un peu plus quand même. Ouais, ça Bah, dépend. Ouais, Dans tu en as une top 4-5 quand draft, tu même. peux en avoir oui, dans une après top je le draft, tu peux en compare à avoir plus quand 2003, même. mais
En général, en fait, tu vas regarder des mecs comme, enfin, je sais pas, dans le top 10, Par exemple, vous l'avez devant Acuff et Michael Brown ou pas? devant un keuf, pas devant Michael Brown. J'ai OK. derrière les 2 moi. Ah, tu l'as derrière les 2. OK. Et d'ailleurs, je vous ai pas posé la question pour, Dibonza, top 1 ou top 2 ou top 3? Ouais, moi je l'ai premier moi. Ah, tu Moi sûr? aussi. Ah ça y est, ouais, Assez ça y est, il est ouais, passé devant Peterson, un peu partout, ouais, OK. c'est ça, Peterson, bref. Peterson a saoulé tout le monde. OK, très bien. On passe au, on passe au 3e nom, de cette, petite partie de scouting, puisque, mon cher Jasper, tu es parti sur un nom un peu moins connu pour le coup, un joueur un peu plus vieux. Je te laisse le présenter et dire son C'est nom. ça. Daylin Swain et Daylin qui s'écrit d'une façon, assez particulière, en fait. Enfin, juste comme Daily, bref, Daylin Swain. Daylin, ouais, avec un Y effectivement, C'est ça. Prospect que très j'avais, je crois, dans les 20 premiers l'année dernière, que j'ai en 6 cette année, donc je pense que je suis assez haut. tu l'as en 6? Ouais, Ah oui, oui. OK, Et d'accord. encore, je crois que là, il m'a dit je dois le mettre en 5. Mais bref, c'est des discussions internes Ah, en Symbiose où je quand vous on dis juste s'engueule. pourquoi je suis étonné, parce que dans la plupart des mocks, il est plutôt autour de 30, hein. C'est pour ça que je vous dis ça, Ouais, que je vous dis ça. je suis parmi ces believers, comme on va appeler ça. OK, on t'écoute. Donc juste pour information, c'est un 2005. Donc son dernier classement ESPN, c'était classement 2023, il était 96e. C'est un arrière ailier de 6'8", donc il fait 2,03 m, 2,01 m, par là on verra bien. Et il joue à Texas. Et je te laisse nous le présenter. C'est ça, il joue à Texas, il a rejoint son coach, de toujours, qui était l'ancien coach de Xavier, où il a fait 2 saisons aussi. C'était pas un prospect qui était énormément scouté, énormément, attendu, d'où le 96, hein. Quand tu es dans le top 100 généralement, c'est plutôt compliqué. Mais, des flashs très intéressants la première saison du côté Xavier où en fait on a vu, une combinaison de handle et de shoot. Moi, il me rappelait très vite Peyton Watson. Après Peyton Watson était un prospect beaucoup plus attendu, mais sur ce qu'on a pu voir dans le marasme de UCLA, on avait pu voir des flashs un peu intéressants de Peyton Watson qui était en fait un joueur de banc, mais qui était le gestionnaire d'attaque, alors que c'était un 6e homme qui faisait enfin un peu la même taille, donc un profil particulier. Énormément défenseur, sa première qualité c'était ça. Il est venu pour sa défense et ses bras, le prototype pieuvre, le prototype, Kawhi, capable de un joueur drive, je tends la main, je prends juste le ballon, sans faire faute, où tu te dis: «Ah ouais, il y a quand même quelque chose d'intéressant». Il y avait effectivement un moteur et dans cette équipe de Xavier, c'était assez intéressant. Cette saison, il arrive à Texas, donc dans une équipe qui, est sous l'année 1 de ce coach, Chad Miller. Il arrive du coup avec énormément de responsabilités, du coup beaucoup plus de séquences on-ball, beaucoup plus de pick and roll où il initie et en fait, on voit que ces séquences balle en main, c'est intéressant. En plus de ça, il a un toucher et on parlait aussi de flexibilité. Je pense que lui, en termes d'athlète, c'est vraiment, je sais pas, on va dire exceptionnel, mais je pense que c'est le meilleur slasher de cette draft. Je pense que Dibonsa a peut-être plus d'outils, mais à l'instant T, lui est tout simplement exceptionnel. Je trouve qu'il a un handle qui s'est terriblement amélioré et que en fait, avec son passing où, il a un super, coéquipier, Vokiu Satis qui est un pivot des Pays-Bas de type, qui est très bon sur, pose d'écran et sur short roll, je fais le taf. On a vu sur des anti-side, sur des séquences où tu laisses un petit peu, les 2 évoluer. C'est excellent. Je pense que là aussi, il s'améliore dans le trafic. Il est capable maintenant d'avoir un flotteur et il est capable surtout d'attaquer les mismatchs parce que les équipes NCAA ne savent pas contre qui le mettre. Généralement, ça va être un poste 3, ça va être un poste 4, sauf qu'ils sont pas aussi agiles, ils sont pas aussi mobiles que lui et dès que le joueur est un peu sur les talons, c'est trop tard parce que lui, en fait, il est déjà au cercle, déjà en train de claquer un dunk. Mais ce qu'on a aimé cette année, du coup, c'est vraiment sa capacité à devenir un joueur important on ball, là où avant, c'était un joueur tu mettais un petit peu dans le corner parce que c'est cool, il y a de la passe, il y a un petit peu de projection balle en main, mais en fait, tu avais pas assez de responsabilité pour lui donner assez de ballons et du coup, cette année, on a vu vraiment que, bah, en fait, tête de raquette, fin de patch, c'est un pick and roll d'Alin Swain et les chiffres, je crois, les chiffres sur isolation sont lunaires. Enfin, je crois que j'avais vu les points par match là, c'était totalement fou et il est, c'est un des meilleurs joueurs en fait, d'attaque du cercle,
que j'ai vu sur je pense, les 5 dernières drafts, quoi. Il y a une grosse variété, moi j'ai eu l'impression, en l'air, quand il attaque, le cercle, notamment dans l'approche de cercle, tu vois? Il y a peut-être un peu moins de footwork que ce que tu vois chez Djibanza, mais par contre une fois qu'il est en l'air, il est hyper agile, moi c'est un peu ce qui m'a surpris en le regardant. Paul, toi tu as un avis sur Swain ou tu tu pu scouter un peu? Ouais, ouais, bah, j'ai du mal à comprendre pour le coup, lui, pourquoi il y a pas assez de hype sur lui. Parce que, il est très NBA moderne, compatible. Son handle pour sa taille, il est quand même vraiment impressionnant. Il est très fluide. Il est en même temps athlétique, mais plutôt fin. Il a une bonne proportion, en fait, de toutes ses mesures au niveau du corps, tu vois? Pas un centre de gravité trop haut. Il est très souple et tout et c'est vrai que pour aller au cercle, en fait, il est très fort pour attaquer off the catch. Alors il fait pas énormément d'iso, mais en fait, il a une énorme efficacité sur iso. Donc ça montre quand même la qualité du gars. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure de la saison, on a vu quand même les défenses s'adapter sur ses drives et j'ai trouvé que là, sur la fin de saison, il était quand même beaucoup moins adroit au cercle et on a vu quand même des limites. Je trouve qu'il a pas un si bon footwork. Il est plutôt vertical, mais je trouve pas qu'il absorbe si bien le contact. Ça manque peut-être un peu de toucher aussi au cercle. Donc il y a des finitions, voilà, qui sont pas suffisamment bonnes. Mais par contre, là où il y avait des doutes aussi sur le shoot, je trouve qu'il a aussi rassuré sur le shoot parce qu'en fait, c'est un mec qui va énormément sur la ligne et sur la fin de saison, sur le dernier mois et demi, 2 mois, il doit être à plus de 85 sur la ligne. Donc il y a des gros progrès qui ont été faits là-dessus et c'est pareil, son adresse à 3 points, elle augmente vraiment, au fur et à mesure de la saison, quoi. Donc voilà et ouais, le decision making, son passing, il est vraiment intéressant. C'est bon pour attaquer off the catch, mais je trouve qu'au fur et à mesure de la saison, on a vu les défenses s'adapter et heu et on a vu des limites un peu sur drive parce que, ça manque de footwork, ça manque de toucher. Il est plutôt vertical, mais il a du mal à absorber le contact et on a vu des limites sur les finitions, mais il a compensé avec de l'adresse, de loin, notamment sur sa capacité à aller sur la ligne, en étant très adroit sur la ligne et en même temps adroit à 3 points. Et c'est pareil, je trouve qu'il y a un vrai super potentiel de connecteur. On l'a vu là sur les matchs du tournoi où en fait, même si le handle est pas encore parfait, et que le passing est pas encore parfait, il a fait des super matchs en termes de decision making, notamment dans les fins de match parce que c'était serré et notamment pour initier en fait, on l'a vu moi j'ai trouvé très intéressant pour initier, les attaques. Donc ça là-dessus, c'était cool par contre, je pense que je suis moins haut que la plupart des gens sur la défense. Parce que autant handball, c'est plutôt cool, mais j'ai du mal à le voir hyper dominant. On l'a vu face à Dibonza, c'était quand même compliqué. Et la défense off ball, il est intelligent pour lire les passes par moment, pour gratter des ballons comme ça, mais je pense pas qu'il sera si dominant en fait en rim protection. Je trouve que des fois il fuit un peu pour monter au contre. Donc là-dessus, je suis pas aussi haut que certaines personnes, mais j'avoue que le profil offensif, il est vraiment intéressant. Moi, j'ai eu l'impression sur la partie défensive qu'il y a quand même, un espèce de plancher sur, de la défense de premier rideau où il va, par exemple sur des bonnes défenses de zone, il va non seulement réussir à faire les mouvements pour faire les close-out, mais surtout à se projeter dès qu'il y a le stop et j'ai l'impression que la projection suite à stop était quand même assez cool. J'espère, je sais pas si je me trompe sur cette partie sur la défense? Si, si, une fois qu'en fait tu dépasses de 45, quand tu es en tête de raquette et tu commences à aller sur les ailes, c'est pas le même joueur. Effectivement, je suis d'accord avec Paul. Même au niveau des rebonds, des fois, tu as l'impression qu'il a pas envie d'y aller ou peut-être que c'est peut-être trop la projection de la contre-attaque. Parce que c'était un joueur de base qui était en fait, très efficace aux transitions, hein. Quand c'était avec Xavier, c'était, un joueur qui était uniquement sur transition. Je crois qu'il y avait genre 80 de ses plays, c'était la transition. Donc à avoir, je pense, l'idée de peut-être, être plus impactant sur les rebonds, faire plus de box out, c'est peut-être quelque chose qui est pas forcément naturel, pour lui. Parce que je crois que c'est un joueur aussi qui a eu une poussée de croissance, donc c'était un joueur qui passait de arrière à ailier et du coup, avoir cette formation de plus s'approcher, du cercle en défense, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que je le trouve pas aussi bon en tout cas, dans les derniers mètres que dans les 1ers mètres quand tu prends le demi-terrain. Vous avez, pas mal parlé de ses capacités, balle en main et de sa qualité pour aller au cercle. Son handle est cool, il y a une bonne variété là dans la hauteur.
Vous avez pas parlé d'un truc qui est important sur ces joueurs, qui ont un bon handle, pas mal d'iso, pas mal de tags de cercle, c'est le passing. C'est que la NBA, que ce soit par les stunts ou en tout cas par la complexification des défenses qui sont souvent quand même plus agressifs ce qu'on peut voir en NCAA, ça peut poser des soucis. Est-ce que sur le passing, vous avez l'impression qu'il a ce qu'il faut pour, avoir les réponses ou est-ce qu'à l'inverse, vous pensez que ça va être un peu plus compliqué quoi, sur cette partie-là? Hem, je dirais il y a que 2 lectures. Comme effectivement, c'était un joueur qui avait des flashs intéressants à Xavier sur de la transition. Quand il y a du mouvement, quand ça bouge beaucoup, ça allait. Et là où je suis plutôt optimiste, c'est que, Texas, c'est aussi une attaque horrible, hein, on va pas se mentir. C'est pas la folie en termes de spacing, c'est pas les à part, Hayden qui est le seul shooter, les Tramon Mark et tout, c'est des joueurs qui aiment les mi-distances, c'est des joueurs qui sont vraiment pas type NBA pour le coup. Et je trouve que le partenaire avec Vukukiatis a très bien marché. Je crois que quand tu prends les play taps en pick and roll, avec passe, c'est 80e centile. Donc sur du jeu à 2 ça va. Par contre, effectivement, c'est peut-être plus dans le trafic. Mmh. Une fois qu'on fait un kick out et il y a plusieurs joueurs, là, on n'est pas sur des lectures avancées, mais sur des courtes séquences, sur des empty side, c'est là où il est intéressant, ouais. Paul, toi, sur cette partie-là, tu sens comment le truc? Ouais, je le vois plus comme un très bon connecteur que comme un joueur parfait, sur de l'initiation. Hem, Notamment aussi parce qu'il est pas encore létal au scoring, donc les défenses, en fait, elles l'attendent un peu au cercle et donc du coup, ça fait moins d'espace aussi pour les autres. Mais c'est dur de le projeter vraiment en pur playmaker, en tant qu'initiateur. Par contre, ouais, je pense que ça peut devenir un super connecteur où, s'il faut attaquer off the catch et si jamais, il y a quelqu'un au cercle, en fait, la lecture, il la fera, j'ai même vu, tu vois, des petites manipulations de défense au niveau des yeux ou au niveau du corps. Donc là-dessus, il y a un beau potentiel, mais plus de super connecteurs que de très bons initiateurs, quoi. Moi, en comparaison, j'avais Bénédicte Mathurin. Je m'étais dit en regardant un peu, est-ce que Alors, vous êtes d'accord ou pas? moi, il me rappelle beaucoup Stéphane Cassel. Dans le côté, Ouh là, OK. je lui donne pas beaucoup de ballons en attaque parce que j'ai pas confiance en ses capacités d'initiateur. Par contre, sur des capacités de slash et de passing, en tant que connecteur, effectivement, je le trouve très intéressant. Parce que Castle s'est plutôt révélé être un super, handler principal, quoi. C'est son passing au final Bah, qui fait sa valeur. je trouve pas forcément, Cassel, moi, c'est pas forcément OK. le 1er ball handler, tu vois? OK. OK, donc toi, t'es plutôt sur Castle. Toi, Paul, t'avais une comparaison? Quand j'ai vu Mathurin, j'ai vu ta Ouais, paire Mathurin, d'épaules, quoi. non, je suis pas fan. J'aime bien, bah, Peyton Watson, comme l'a dit Jasper, sur OK. qu'on a vu un peu, à Denver, là, dernièrement. Moi, j'aime bien Jaden McDaniels, alors sans la rim protection, mais dans un rôle, tu sais, de 3e, de 3e joueur, un peu comme il est, tu vois, aux Wolves, où en fait, il va attaquer off the catch, tu vas lui donner des ISO, il va pouvoir créer la différence parce qu'il a plutôt un bon dribble, un bon handle pour sa taille. Le 3 points, je pense qu'à terme, en fait, il pourra mettre dedans sans un grand volume, mais tu vois, dans des moments chauds en playoff, il pourra mettre dedans sur des matchs et tout. Je vois plus dans un rôle-là, en plus avec des choses intéressantes sur drive, des bonnes finitions, que, qu'un joueur vraiment au-dessus pour l'instant. Mais bon, je peux comprendre aussi que des gens soient vraiment très hauts sur son profil et peuvent voir une star aussi. McDaniels avec de l'agressivité puisque cet enfoiré, excusez-moi, je suis vulgaire, je le suis rarement, mais ça fait juste 5 ans que j'espère qu'il devienne agressif et qu'il le devient pas. Allez, cette année, il commence à l'être un peu. Je pense que l'upside va venir vraiment au niveau du shoot, c'est là où il y a le plus de discussions. Il y a ceux qui sont vraiment fermés à l'idée que le shoot, il est trop en retard. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il a un profil très particulier. Il est à 80 en fait au lancer, depuis la high school. Parce qu'on regarde ses chiffres runner, je crois que il a des super chiffres, il a un super toucher. Par contre, c'est le volume à 3 points en fait qui était assez, effrayant au niveau des 2 premières saisons. Cette année, il en prend beaucoup plus et l'efficacité aussi augmenté. Mais c'est vrai que j'avais vu un article de ces Switch Theory qui disait que c'était assez particulier parce qu'en fait, tu le retrouves, si tu prends, je sais ça, un joueur qui a moins de 40 à 3 points, mais qui prend moins de 4 3 points pour 100 tentatives et qui shoot 80 lancés, tu te retrouves avec des Julian Phillips, Delon Wright et Karl Anthony Towns et Mike Muscala. Donc vraiment des joueurs qui n'ont pas du tout le même profil. Mmh. Pour le coup, c'est des joueurs qui ont des carrières, NBA, mais c'est vrai qu'on est sur un joueur très particulier, je pense, là-dessus sur les indicateurs de toucher parce qu'ils sont là, mais comme le volume n'a pas forcément été là, il y a vraiment une question qui se pose.
parce qu'il a le pull-up, même au niveau de la mécanique, elle est quand même encore assez c'est peu souple, quoi. Moi, sur la projection, j'avais 2 options, soit les Lakers pour avoir de l'attaque un peu off the catch et être fort sur la défense de premier rideau, soit Miami dans la circle offense. Est-ce que vous avez, d'autres, idées, et d'autres cas ou cadres où vous aimeriez bien le voir? Ouais, alors juste en très vite fait, mais tu vois, il a énormément progressé à 3 points au fur et à mesure de la saison parce que sur les 2 derniers mois, il a 44 à 3 points et 87 sur la ligne sur un gros volume. OK. Sinon sur la projection, ouais, les Lakers, ils ont le pick 25, mais moi je pense et j'espère quand même qu'il partira plus tôt. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui, dans un effectif, alors pas forcément contender tout de suite, parce que justement, il y a pas de garantie sur le shoot, mais dans un effectif compétitif, je pense qu'il a largement sa place. Donc, tu vois, les Warriors, s'ils veulent être compétitifs, Portland, Miami, Charlotte, ça peut être cool. Heu, Philly, même si on sait pas trop ce qu'ils font Philly, mais ça peut être intéressant. Atlanta aussi, parce qu'apparemment ils ont le pick de Cleveland là en 24. Donc, tu vois, tous ces contextes-là compétitifs, c'est-à-dire que c'est pas du tanking, parce que c'est pas un joueur projet, je pense, mais où il aura, quelque chose à jouer sans avoir une énorme pression, je pense que ça peut très bien fitter. Toi, j'espère tu aimerais bien le voir dans quel contexte? Je suis globalement d'accord. Je pense que de toute façon, c'est pas un joueur projet dans le sens où ce sera jamais la pierre centrale d'un effectif. C'est aussi pour ça qu'on parle d'un connecteur, hein. Mais dans une équipe qui gagne assez vite, je pense que c'est plutôt intelligent. Parce que là où j'ai pu le comparer à Stephen Castle ou Peyton Watson, c'est des joueurs qui n'ont qu'une saison NCAA et pour le coup, Peyton Watson il a dû passer 2 ans en G-League, à Denver, puis en plus on a donné un petit peu de temps, puis petit à petit, là peut-être qu'il y a il y a un peu plus d'urgence, en tout cas dans le profil. Mais c'est vrai que je me dis à Charlotte, il y a toujours besoin de talent. Ils veulent peut-être, viser un peu plus, enfin. Donc pourquoi pas? Parce que je me dis à Détroit, il y a déjà Ron Holland qui a un petit peu, qui a pu avoir un petit peu ce profil et Philly, bah, le projet, on a du mal à comprendre. Memphis sinon en 16? Toi, j'espère que c'est le top 6, hein. C'est ça, hein, de ta mock. Toi, Paul, tu l'as combien? Moi je dois l'avoir top 10, j'ai pas regardé, mais top 10, mais Ah ouais, vous êtes quand même tous Ah les 2 bah, top 12. en mock, c'est différent. Si tu réfléchis en mock, je pense que le joueur chute un peu plus. ouais, OK, OK, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. OK, d'accord. OK, Mais c'est vrai que c'est vraiment bah, c'est intéressant. un Grizzlies player, hein, dans le profil. Je pense que les Grizzlies, ils doivent l'adorer, je pense. Comparaison possible avec Coward d'ailleurs ou pas? Ou non, on n'y est pas? Parce que Coward, en vrai, sur ce que vous décrivez, il y a un peu de ça, moi, je trouve, mais bon. Donc Howard, c'est plus un profil très physique, wingspan long. OK, Là, moi, j'aime bien McDaniels, et Castle, je OK. trouve. McDaniels, Castle. Ah OK, effectivement, des profils, qui, pour le coup, sont assez intéressants, surtout si effectivement l'efficacité extérieure, est plutôt pas mal. Et bah, écoutez, on a fait le tour là de nos 3 joueurs. J'espère on va juste te laisser, ton petit bonus là pour nous parler de tes 2 joueurs supplémentaires et puis on va pouvoir conclure. Alors quels sont les 2 joueurs supplémentaires dont tu avais envie de nous parler? Et ben, pour le premier, on peut retourner à Houston. On Ouais. arrive, Chris Sanak, je pense que je suis peut-être un des plus hauts là-dessus, parce que moi je réfléchis pas trop à la saison NCAA pareil, contexte Houston, assez horrible et plus on voit les déclats, plus je le vois parler aussi, plus je trouve que c'est un joueur qui est extrêmement réfléchi. C'était un joueur qui avait tous les ballons, qui était vraiment une pierre angulaire offensive à Prolific Prep Mmh. et il est annoncé, je crois que c'est top 5, je dirais même, en termes de je regarde sur ESPN et il décide d'aller à Ouais. Houston dans une équipe, réputée pour sa défense et lui il l'a dit, hein, il était là pour apprendre à gagner, pour, se densifier et devenir un vrai, compétiteur comme il a dit. Il était 6e, tu raison, au C'est ça. classement ESPN, ouais, tu raison, ouais. Ça oui, c'est un très gros joueur d'high school et c'est vrai que ça a Mmh. surpris un peu tout le monde de voir que, bah, il aurait pu aller à Alabama dans un contexte encore plus favorable où ça le met vraiment en avant. Là, il s'est dit: «Je vais aller à Houston. Moi, ce que je veux, c'est travailler, c'est devenir je sais plus ce qu'il avait dit, mais il y avait un terme intéressant de vraiment de joueur expérimenté. En fait, en une année, là, il apprend beaucoup plus que d'autres années et le voir, en fait, en difficulté, c'est aussi intéressant et je trouve que quand tu regardes le début de saison, la fin de saison, là, il a une activité au rebond. En fait, il était beaucoup comparé à Kelly Ware dans le côté, un petit peu licorne et de shoot et tout, mais on avait des problèmes sur son moteur. Et en fait, je trouve que du coup, bah, cette saison, il est vraiment en train de montrer que défensivement, il a un profil intéressant, mais surtout que, ce dernier match là, il est presque en double-double à chaque fin de match. Alors que c'était son plus gros défaut, c'était que c'est un joueur qui était trop porté sur, un peu sur lui-même en fait. Mmh.
C'est un joueur qui a prolific prep, c'était, ISO 45 post-up, c'était un joueur que de post-up et tu à Houston, bah, tu plus trop de post-up. On va te demander de poser tes écrans, de rester en corner, d'utiliser que ton shoot à 3 points et en plus en défense, on va te demander, bah, ça y est maintenant tu joues pivot donc va nous prendre des rebonds et box out. Donc c'est aussi pour ça que je pense que je suis aussi haut sur le joueur. C'est vraiment un développement, intéressant sur 2 Ouais. années entre à la high school et cette saison. Paul, t'en penses quoi, toi, de Sénac en 2 mots? C'était dur à évaluer au début parce qu'il avait que très peu de volume. Donc moi, je voyais un espèce de Bobby Portis, parce qu'il y avait du shot making à mi-distance pas mal. Mais finalement, c'est vrai que sur les derniers matchs, tu vois que c'est un mec en fait qui fight, qui a un vrai fight en fait en lui, en défense et notamment au rebond. Donc là-dessus, c'est rassurant. Mais j'ai du mal à voir un gros potentiel. Je trouve que ce sera sans doute un bon petit role player à développer en sortie de banc, mais j'ai du mal à voir bien plus pour l'instant. Mais c'est aussi lié au contexte, il est pas très responsabilisé, il y a trop de talent, à Houston, quoi. J'espère quoi, top 15, top 20, top 30? Tu comment, toi? Ça dépend si tu me dis en mock ou en board. En board, je crois que j'ai top 10. Heu, je peux regarder, je crois que je l'avais tac, 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 je l'ai en 8 actuellement. OK. 8-10. Mais je déjà s'il a green room, je suis content parce que c'est vrai que ça hype du coup. Est-ce que les front office vont se dire: «En fait, on s'en fout de Houston, le contexte est nul et on regarde que c'est un joueur ranké 6, c'est un joueur qui vient de Prolific Prep, qui a fait une saison démentielle en attaque où en fait il a surdominé tous les débats, je crois qu'il arrive en demi-finale, du YBL». Ou est-ce que c'est le joueur qu'on a vu un peu struggle dans une équipe de Houston où en fait il a pas réussi à trouver un rôle et en même temps ce qui va là-dedans, c'est que, bah, il a réussi à trouver un rôle sur la fin de saison où c'était peut-être pas le rôle attendu, mais dans ce qu'il dit et ce qu'on voit de: «Je veux être un compétiteur, je veux apprendre à devenir dur et être bon dans les aspects qu'on voit un peu moins», bah, pour le coup ça joue en sa faveur là-dessus à Houston. Et deuxième joueur dont tu voulais nous parler, c'est, le pivot ou poste 4 de Michigan, c'est ça? C'est ça, l'équipe qui a 25 pivots avec Michigan, c'est quoi cette année? Adaimara. C'était quasiment la meilleure équipe en bilan, Ouais. c'était la meilleure équipe, hein, c'est Ouais, ça, hein? ils Ouais, sont toujours en lice d'ailleurs, si je me trompe pas. ouais, Ils ont un super coach, d'estimé. Ils ont aussi plein d'argent en NIL, ce qui OK. joue. Mais c'est vrai que la paire d'intérieur là, Lendeberg, Mara et Mora Johnson, 3 profils qui sont vraiment très intrigants, qui arrivent à marcher ensemble, et bravo au coach parce que sur le papier, tu as vraiment des joueurs qui sont pas du tout compatibles et Mora Johnson, je l'aimais plutôt, c'est sa deuxième saison. Il y avait un joueur plutôt intéressant du côté d'Illinois, mais qui était surtout un joueur de moteur, surtout un joueur physique. C'était un joueur en fait qui entrait, il prenait 10 rebonds, mettait 0 points, il Mmh. ressortait. Il Mmh. il mettait ses 3 fautes. Tu as l'impression de voir un Montrezl encore moins intelligent, donc ça c'est pas un compliment ce que je dis et Oh, là je c'est pense que c'est tout le ouais, monde aura compris que c'était pas un compliment, j'espère pour le coup. c'est ça. Montrezl qui joue en NBL d'ailleurs, hein, super carrière. Mais pour le coup, ouais, cette saison là, il s'est vachement amélioré. Il y a un petit peu de passing qu'on a pu voir cet été aussi en FIBA. Bon, en FIBA, il a surdominé, ce qui est assez étrange parce qu'en fait, c'est un mec de 6'9", mais il a un moteur, une verticalité ou une force au rebond. Moi, j'avais bien aimé les comparaisons avec, Isaiah Stewart, qui est dans Mmh. ce type un peu de profil, un peu trop petit et du coup, ça limite. Mais, en termes de moteur, en termes d'impact sur le terrain, très intéressant et le shoot, les indicateurs sont encore assez lents. Il y a du progrès. C'est encore un petit peu un 3 ballons dans le sens où quand il prend un rebond, va falloir qu'il commence à réfléchir à, faire la passe, faire le kick out. On sent que c'est un joueur qui a quand même beaucoup dominé par justement son impact et que du coup, arriver dans une équipe où, on fait un peu plus de passes et des séquences intéressantes, je pense que dans une range en fait de 25-30, dans des équipes qui vont vouloir jouer le titre, des trucs comme Boston ou quoi, Ouais, faut tu tenter, veux ouais. un role player intelligent, ça va pas te coûter cher. Le plafond est pas énorme, mais le plancher est intéressant en fait, parce qu'aussi, comme il est pas si, grand, il est assez rapide et je trouve qu'il est vraiment assez versatile. C'est aussi pour ça la comparaison avec Isaiah Stewart, qui est pas forcément le protecteur de cercle. Par contre, il est assez mobile et il peut défendre, plus sur 3-4 que 4-5 en fait presque. J'avais vu des comparaisons avec comment il s'appelle le poste 5 petit de Memphis là qui joue pas depuis 2 ans parce qu'il est tout le temps blessé, heu, Keyman? comment?
Ouais, avec Ah, Brandon Clark, ouais, j'avais Brandon vu une Clark. comparaison un peu avec Ah. Brandon Clark pour le coup. Paul, t'en penses quoi, toi, de Johnson? Ouais, ce qui est cool, c'est qu'il a un physique, déjà, NBA, ready. Hem, Après c'est vrai que en fait, il y a 2 trucs qui est compliqué, c'est qu'il est tellement bien entouré avec Yaxel et Mara que c'est dur de savoir, s'il a tant d'impact que ça et c'est dur de le projeter un peu en NBA parce que j'ai peur qu'il soit un peu undersize pour jouer 5 et que dans des playoffs pour jouer 4, s'il y a pas de shoot, ça risque d'être compliqué. Même si c'est vrai que là, on l'a vu un peu rentrer des tirs, il y a pas assez de volume. Mais, moi j'aime bien la comparaison Paul Reed aux Pistons, tu vois? Qui dès qu'il entre sur le terrain, en fait, il fait pas beaucoup de bruit, mais il a un vrai impact des 2 côtés du terrain, un peu sur tous les aspects du jeu où il pourra peut-être punir aussi, tu vois, sur du scoring. Mais ouais, je pense qu'il a un avenir en NBA, c'est sûr. C'est un premier tour de draft pour toi ou pas, Paul, notre Ouais, ami Johnson? je dois l'avoir top 25, un truc comme ça. Ouais, top 25. OK, et ben écoutez, ça nous a permis de faire un bon tour là sur ces 5 joueurs. Je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois des choses à redire, sur nos 5 joueurs là? Non, franchement, je pense qu'on a été assez complet, assez concis. Après Johnson, ça ne m'étonnerait pas de le voir sur du 30-32. Mais en fait, c'est tellement sûr maintenant les second tours, plus les two-way, tu as l'impression que second tour et two-way, c'est devenu la même chose, Mmh. que j'avoue que même sur le second tour de draft, j'ai aucune idée, Moi, franchement. je Donc, je pense que je le prendrai en premier tour. moi, je serais pas étonné que Maurice Johnson et Senna qui refassent une année aussi. Ah, Ouais, c'est aussi une c'est vrai. possibilité, ouais. Ouais, Je pense OK. que Sonac, ce serait pas bête qu'en fait, qu'il change de fac en disant: «Bah, alors, dès là, j'ai trimé, maintenant donnez-moi des ballons et laissez-moi cook». On va voir qui est qui. Ouais. OK. Et OK, super. Bah, écoutez, ça nous a permis de passer autour de ces 5 profils. Donc ça, on a fait 20 joueurs là quand même, pendant ces 3 semaines là où on a passé les différents profils. Paul, on augmente chaque année notre nombre de joueurs qu'on présente. Je trouve que 20, on commence à être pas mal. On va pas non plus commencer à en présenter 60 parce que sinon on va pas y arriver, mais 20 Ouais. joueurs, c'est peut-être pas mal. Faut qu'on voit d'ailleurs, comment on peut peut-être le mettre un peu en capsule, pour permettre aux gens de l'avoir un peu plus accessible. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire sur comment on pourrait vous le rendre plus accessible. On espère que ça vous a plu. Jasper, toi, on peut te retrouver quand même toujours sur Symbiose. Hein. N'hésitez pas à aller voir Symbiose. On va mettre dans la description le lien vers votre site qui est quand même un banger, hein, notamment la version téléphone qui est quand même super cool. C'était un travail un peu long, je crois que vous avez mis presque 2 ans dans à le faire, hein, ça, hein? Ouais et on est encore en train de travailler dessus parce que du coup, c'était vraiment la V1. On essaie d'axer quelque chose sur les stats avancées et c'est compliqué à avoir les accès, plus c'est compliqué à mettre ça, de façon propre et choisir les bonnes stats. Mais du coup, là, on va essayer de faire on est en train de travailler sur un board interactif, donc ça va être assez cool, c'est un bon projet. Avec notamment une bande d'annonces pour le site qui était vraiment, vraiment 5 étoiles. Et bah, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Jasper, merci d'être venu, pour nous présenter un peu ces différents joueurs. Ce serait pas surprenant de te retrouver encore un peu sur nos antennes, comme tous les ans à l'approche de la draft. En tout cas, on va voir un peu ce qu'on peut vous préparer pour pouvoir suivre cette draft qui fait partie des grosses drafts, hein, quand même des dernières années. Et donc, vous connaissez l'adage, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus.